Après la mort, semble-t-il douce du brutal Macduff, nous avons celle de la douce Tiny qui est juste brutale. Et il y a aussi les mini Percy qui sont capables de voir les âmes. Vous allez découvrir tout cela au cours de la vidéo. Yo les bros, c'est Big Manga, j'espère que vous allez bien, car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue analyse complète du chapitre 101 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Un cœur grinçant, un chapitre qui semble par les bords assez simple, mais qui nous montre quelques trucs assez intéressants. Vous allez bien évidemment découvrir tout cela dans cette vidéo. Si vous aimez ce manga, laissez rapidement un gros pouce bleu sous cette vidéo, partagez-la, rejoignez cette bataille qui s'annonce peut-être palpitante en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification. Vous ne serez peut-être pas déçus, et c'est l'un des meilleurs soutiens que vous pouvez apporter à la chaîne. Alors merci à vous et merci à ceux qui sont déjà abonnés. Laissez un petit commentaire sur votre ressenti et autres concernant cette vidéo. J'essaierai de répondre s'il y a des questions bien évidemment. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma seconde chaîne, mon Twitter et mon Insta. C'est gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Merci à ceux qui le feront. Et pour votre plus grand plaisir à vous, il y a aussi le groupe Discord et Facebook. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. Tous les liens se trouvent en description. Sur ce, bonne vidéo. Déjà, nous sommes ramenés vers Lancelot et Gawain. Le chapitre s'ouvre avec les deux remarquant ce qu'avait fait Chiotte. Gawain dirait que c'était une technique d'art spirituel de la flamme d'un niveau assez élevé. Lancelot dira qu'il avait bien dit de ne pas tuer d'ennemis. Il traitera Chiotte de camp, ce que je trouve bien évidemment incroyable, d'après moi bien évidemment. Alors, nous les avons ayant évincé le groupe de démons composé d'Abrou et compagnie. Nous avons une loupe arrivant sur les lieux et étant juste étonné de voir cela. Elle remarquera aussi qu'il ne leur avait pas tué. Lancelot l'expliquera qu'il ne l'avait pas fait lui et Gawain car ils ont su au cours du combat qu'ils avaient subi un lavage de cerveau. Et donc paradoxalement s'ils n'étaient pas manipulés, alors il leur aurait tué sans hésiter. Nous avons une sueur froide du côté des démons après les dires de Lancelot. Lancelot leur dira qu'il pourrait encore plus les aider eux les 4 chevaliers de l'Apocalypse si leurs informations étaient vraies. L'eau confirmera cela. C'est sur cela qu'ils partiront avec même un Lancelot bâillant tellement le duel a ennuyé ce dernier. Gawain rappellera à ce dernier sa promesse concernant le pudding. Vous connaissez, nous avons l'eau s'étonnant juste de voir que les 4 chevaliers de l'Apocalypse avaient une telle puissance. Ils retourneront à l'auberge là où nous avons un Jade mort et les deux persos médusés devant cette scène. Tristan qui était aussi revenu de mon droit ce qui s'était passé. Isolde en pleurs ne pourra rien dire avec une Anne la consolant et jetant la faute sur Tiny car c'est son compagnon qui avait tué Jade et aussi que c'était dû au fait qu'il ne pouvait sentir la magie des autres. Tiny pour essayer de se faire pardonner leur donnera le gant offert par Macduff juste avant sa mort, créé par Arthur qui permet de multiplier la puissance de l'individu par 4 ou 5. Elle le donnera à la mauvaise personne, oui, car c'est Chiotte qui prendra le gant. Alors, juste comme ça, il le portera et donnera juste un coup de poing multiplié par 4 ou 5 à cette dernière. Coup qui fera extrêmement mal de par la réaction de Tiny. Chiotte la dira que c'était inutile ce qu'elle pouvait faire car elle ne pouvait au grand jamais être pardonnée. Nous avons un Tristan pleurant car tout compte fait, c'est aussi un peu de sa faute. Si Jade est mort bien évidemment, vu que s'il avait dissipé la magie de brouillage de l'eau plus tôt, ils auraient avisé que leurs amis étaient attaqués et auraient rappliqué pour leurs épaules. Percy lui demandera pourquoi ne l'avait-il pas fait plus tôt. Il dira bien évidemment que c'était parce qu'elle avait des infos sur Camelot. Lancelot confirmera que l'info était correcte. Et nous avons un Chiotte bien sûr souriant car la mort de son ami a permis à ce qu'ils aient des infos sur Camelot. Ce que Naisen n'approuvera bien évidemment pas. Car, selon le fond de sa pensée, perdre un compagnon juste pour une information n'est pas raisonnable. S'ils doivent encore perdre d'autres compagnons pour acquérir plus d'infos, alors ils préféreraient partir sans personne avec lui que de perdre un autre compagnon pour les infos. Donnie lui épaulera et lui dira que tout compte fait, ils avaient
quand même besoin de ces informations. Naisienne se souviendra de ces quelques moments passés avec Jade, avec bien évidemment la confession concernant son amour envers Isolde, et dira qu'on lui a arraché son avenir. Donnie ajoutera que c'était en plus au moment où ils étaient en bonne voie de devenir amis. Et en fait, j'ai quelques problèmes avec la remarque de Naisienne. Je peux aussi compter cela sur le fait de ce deuil prématuré pour le nouvel ami, mais ils sont généralement contre le devoir qu'ils ont assumé en tant que chevalier. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé avec l'échange entre Tristan et Lo, car il n'a jamais impliqué de mise en danger consciente de vie de la part de Tristan. Il ne savait pas qu'en faisant durer le combat, son ami perdrait la vie. Il s'agit toujours de l'ensemble du groupe assumant le risque de mort lors de chaque rencontre qu'il pourrait avoir avec un ennemi comme Arthur, ses sbires ou qui que ce soit d'autre. La récompense de cet événement aurait pu être des informations sur l'entrée de Camelot, mais cela les amènerait sans aucun doute à faire face au même risque de mort s'ils devaient rejoindre les envahisseurs, ce que ferait le quatuor du destin. C'est leur devoir destiné d'aller arrêter Arthur. Donc, même si ce dernier préférerait qu'il n'y ait pas de mort, ils devraient se préparer mentalement lorsqu'ils iront à Camelot, car il y aura juste une véritable boucherie là-bas. Je vous prépare une théorie de zinzin concernant Naisienne. Oui, c'est une théorie juste folle. Je ne vais pas vous donner de date de sortie, car me connaissant, je ne vais pas la respecter. Mais je vous préviendrai avant de mettre la vidéo en ligne. Comme je vous l'ai dit, c'est une théorie de zinzin. Et il y a aussi la théorie sur le possible retour de Jade. Ne vous inquiétez pas, je ferai toutes ces vidéos. Mais revenons un peu dans le chapitre. Alors Percy s'approchera du corps sans vie de Jade et lui dira qu'ils n'ont pas beaucoup disputé, mais il était là, Jade bien évidemment, pour tout le monde. Il ajoutera qu'ils ne doivent pas se battre comme ça, car Jade n'aurait pas aimé les voir ainsi. Alors nous avons les mini Percy leur disant tous d'abandonner, que pourquoi ça lui dérangerait. Son âme est déjà allée au ciel, et aussi qu'une âme qui a des regrets persistera sur terre, mais compte tenu de ce qu'ils ont vu de son âme, il n'avait aucun regret. Percy s'étonnera d'écouter ce qu'ils disent. Chiotte s'avancera et frappera ce dernier, car selon lui, sa magie est une partie de lui. Donc, si ces golems pensent cela, alors Percy aussi le pense. Percy refutera ce qu'il dit et dira qu'il ne montait pas. Anne confirmera qu'il ne montait pas. Donc, le reste du groupe croira ce dernier, car vous connaissez la magie de Anne. Mais bon, Chiotte ne croira pas un traître mot de ce qu'elle a dit. Nous avons une Anne, disons aux mini Percy de se taire, sinon ils allaient juste empirer la situation. L'un des golems lui dira motus et bouche cousue, ce qui fut juste hilarant d'après moi. Mais arrêtons-nous quelques secondes par là. Oui, car nous devons parler de ce qui vient de se passer avec les mini Percy. Je suis encore plus intrigué par les golems, car ils ont un discours guidé pour les tout petits, mais parlent comme des personnes âgées. Au-delà de l'âge de la distribution principale, bien évidemment. Est-il possible que Percy soit plus âgé que nous le savons, plus vieux qu'il ne le sait lui-même? Il n'a pas, à notre connaissance, subi autant de pertes que la plupart des gens qui accepteraient autant la mort que les golems. Et les golems pourraient encore être des manifestations d'une partie de sa psyché, une partie dont il pourrait ne pas être conscient, ou encore peut-être que le cliché d'anime se produira-t-il. Son pouvoir vient d'une entité inconnue qui se manifeste à travers ces golems. Mais bon, concernant Percy, qui serait plus vieux, et ça ne pourrait pas être vrai, vu que jusqu'à preuve du contraire, on connaît ses parents. Non, son père plutôt, excusez-moi. Et il était avec son grand-père depuis la trahison de ce dernier. Et il ne peut pas avoir plus de 16 ans. Sa magie est tout simplement dans notre monde. Il est sous-entendu que les golems devenaient plus intelligents à mesure qu'ils devenaient plus forts. Selon moi, ces golems n'ont rien dit de mal, mais je pense que cela a été considéré comme un manque de tact, compte tenu de la situation. De plus, comme c'était après les paroles de Perceval, Chiotte voulait juste dire que Perceval avait deux visages, ce qui est juste ironique venant de lui, selon moi. Mais cela soulève cependant un point légèrement inquiétant d'après moi. La magie de Perceval est la seule que nous connaissons à ce jour qui montre déjà des degrés d'autonomie.
Ils n'agissent pas seulement par eux-mêmes, ils ont peut-être ces intentions sincères, mais ils deviennent également plus raffinés. Ils font évoluer toutes leurs spécifications à mesure que Perceval devient plus fort. Cela affecte même les modèles de discours et leur comportement. Il pourrait arriver un moment où leur autonomie dépasserait le contrôle de Perceval sur eux. Nous l'avons déjà vu ici exprimer que les mots choisis par les clones n'étaient pas ce qu'ils ressentaient ou comment ils se seraient exprimés. Et après, que se passe-t-il si les clones décident à un moment donné de faire quelque chose que Perceval ne veut pas explicitement ou ne leur a pas ordonné de faire? Son pouvoir peut avoir un énorme potentiel en termes d'application, mais peut aussi être très dangereux. Reste à savoir comment ce sera géré dans le futur. Il y a aussi les soupçons selon lesquels Percy soit une incarnation de la mort ou du temps qui s'intensifie de plus en plus avec ces golems qui peuvent voir les âmes. Je me souviens avoir lu que Nakaba aimait beaucoup DBZ. C'est peut-être pourquoi il aime dessiner des muscles sur les personnages et tout. Voir à quel point ces golems sont devenus sensibles, surtout en lisant comment ils ont agi dans cette petite partie. Je suis sûr qu'il a obtenu une inspiration à l'attaque fantôme kamikaze de Gotrunks ou Gotenks. J'ai oublié le nom, excusez-moi. Mais revenons un peu dans le chapitre. Alors, nous avons une Goven s'approchant de Tinenish. Il a 10 ans de leur montrer sa marque pour entrer à Camelot. Car si elle ne le faisait pas, elle serait condamnée à être dénudée, être léchée de partout et même faire des défilés partout. Bien sûr, mieux, je vous dis. Ces mots ne me sont guère étranges car c'est quand même le chevalier de la famine, le chevalier apocalyptique le plus pervers du groupe. Oui, si nous avons le chevalier apocalyptique innocent Percy dans le groupe bien évidemment, alors pourquoi ne pas avoir le chevalier apocalyptique perverse, le chevalier de la famine, Govan dans le groupe? Je m'en fous, mais bon, elle est une meuf donc je sais pas. Ouais, vous connaissez vos bails. Alors, Donnie et Nazien se questionneront sur Macduff, car après tous ces coups, pourquoi n'est-il pas rentré à Camelot pour aller se soigner? Mais nous apprenons de Tinenish que sa marque était sur son bras gauche, bras coupé par Isolde après l'explosion, vous connaissez. Donc ce dernier n'avait plus aucun moyen de rejoindre par lui-même Camelot. Longtemps serait étonné de voir qu'ils aient pu le faire aussi facilement. Et je parle bien évidemment de trouver le moyen d'entrer à Camelot aussi facilement, bien évidemment. Car Arthur est au courant qu'il cherche un moyen d'atteindre Camelot. Alors pourquoi n'a-t-il pas pris des précautions? Siot s'avancera vers Tinenish et lui dira d'ouvrir la porte vers le royaume éternel. Elle continuera de refuser car le sort qui lui sera réservé est trop cruel. Siot la dira de choisir entre être tué par Arthur ou par eux. Nous avons une Tinenish en pleurs demandant au royaume éternel d'ouvrir la porte et de l'accepter en son sein. Son tatouage se situe sur son dos. Elle se dira que pendant qu'ils étaient concentrés sur la porte, elle devait s'enfuir. Et alors en fin de chapitre, nous l'avons juste tué sans aucune pitié avec une détérioration de sa magie car des créatures vont sortir partout sur son visage, la tuant bien évidemment, et donc elle mourra de manière brutale sans avoir pu entrer dans le royaume éternel. Quelle cruauté nous montre le roi du royaume éternel Arthur Pendragon avec ce qu'il vient de faire à cette dernière. Mais nous allons parler de ce qui vient de se passer sur le perso un peu plus tard. J'ai quelques théories concernant ce fait. Alors ce chapitre, je l'ai, comment pourrais-je vous le dire, je l'ai trouvé juste incroyable avec la mort de Tinenish qui m'a un peu touché car même si c'est une antagoniste, elle était quand même rigolote avec son corps qu'elle croyait irrésistible et autres. Je kiffais le perso. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous kiffez le perso ou non. Nous avons aussi eu Lancelot et Govan ayant parfaitement géré les dimensions que j'ai particulièrement trouvé assez normal, mais bien sûr ça a été hors écran. Bien évidemment, et aussi le truc avec les mini Perceval qui me hype grandement. Le premier chapitre a pour titre Roi fou, et là il n'y a pas 36 choix qui s'offrent à nous. Oui, le premier chapitre va forcément nous parler d'Arthur Pendragon. Je pense que le premier chapitre pourrait nous parler de la façon dont Arthur recrute d'autres races. Je me demande qui va maintenant reconstituer la composition du peloton Tristan. Nous allons peut-être en parler au cours de la vidéo concernant le possible retour de Jade. Alors, concernant Tristan qui ne semble pas être trop préoccupé du traitement douloureux que son cousin
Chiotte inflige continuellement à Percy et compagnie, mais surtout à Percy, et aussi sur ce qui s'est passé avec nous. En fait, selon moi, Tristan a trop de la réserve et de la dignité d'Elisabeth en lui pour simplement mettre la main sur un malfaiteur, à moins qu'il ne soit évidemment en mode fou, en mode démoniaque, vous connaissez, mais il n'est pas vraiment conscient de lui-même de toute façon. De plus, je ne pense pas que cela aurait vraiment de l'importance pour Chiotte. Je pense que Tristan devait réellement exprimer sa déception totale envers Chiotte et lui donner l'épaule froide qui briserait beaucoup plus de petits connards. Mon point de vue est que son mode démoniaque est en fait un exutoire pour les réactions instinctives et la violence qu'il supprime. Son idéal est d'être juste, généreux, parfaitement chevaleresque, mais cela ne change rien au fait qu'il est aussi d'un démon, et les démons sont plus instinctifs. Pour ainsi dire, il est aimant et aimable comme sa mère. Cependant, ce n'est pas tout ce qu'il est. Et Elisabeth a aussi ses moments de rage. Ils sont juste éclipsés par des persos énervants. Son arc de personnage consiste à accepter et à embrasser son côté démoniaque pour équilibrer les deux côtés. À un moment donné, il devra également affronter la musique de Chiotte après tout. Même s'il néglige les mauvaises choses que son cousin fait, il semble y avoir une partie de lui qui rejette également Chiotte, le gardant à distance. Le fait que même Chiotte reconnaît en quelque sorte cette séparation, avec lui ayant Jade comme son ami le plus proche et plaçant Tristan sur un piédestal que personne ne devrait approcher avec désinvolture, tandis que Tristan accorde à Lancelot plus d'attention et d'affection évidente, malgré l'envie est assez révélateur. À un moment donné, Tristan devra faire face au fait qu'il a traité son peloton comme des subalternes plutôt que comme de véritables amis, et tenir Chiotte correctement responsable de la merde qu'il tire. Je ne vois pas du tout Chiotte se tenir responsable d'avoir insisté pour qu'il parte à la recherche de Tristan au lieu de se regrouper avec Jade et les filles. Et là, ce n'est pas que je rejette la faute sur lui, mais si selon lui Percy est mauvais, tout ça, alors il l'est encore plus, car c'est son obsession pour Tristan qui a conduit à tous ces malheurs. Et je suis troublé qu'il ait si facilement mis ses gants qui ont transpercé directement Jade, même si c'était avec l'autre bras, je m'en fous. Il est quand même coincé, ce gars, je ne pourrais jamais le kiffer. J'espère au moins avoir à un moment donné Tristan prendre son mode démoniaque et lui à côté prenant une raclée monumentale, même si, bon, ses capacités sont intéressantes, je l'avoue. Oui, il est juste irrécupérable, mais il possède de bonnes capacités. Alors passons aux théories concernant ce qui vient d'arriver à Chininish. En fait, je vous ai préparé 3 théories. Donnez-moi en commentaire la théorie qui vous va le plus ou une autre théorie. Mais let's go. Alors, premièrement, la marque tue automatiquement celui qui veut se téléporter à Camelot en cas d'échec de la mission. Dans ce contexte, j'ai vu des gens dire que même Ironside, lorsqu'il a été vaincu à Kant, ne s'est pas téléporté tout seul, mais avec l'aide de Mortlach. Perso, en relisant cette partie, nous voyons bien qu'Ironside n'avait pas fini d'essayer de tuer le peloton Perceval. Mortlach l'a arrêté parce que Lancelot allait l'atteindre après avoir balayé tous les monstres de grade supérieur à Kant. Donc je ne pense pas que ça marcherait comme ça, car Ironside n'est parti que parce que Mortlach l'a convaincu. Mais bon, peut-être que ça pourrait être cela, mais je doute que ce soit la condition, car pour l'échec de la mission, je suis à peu près sûr que vous devez vous présenter devant Arthur, puis il décidera quoi faire de vous, comme nous l'avons vu aussi avec Ironside. Deuxièmement, je pense qu'Arthur ne peut tuer personne sans lancer d'abord à la personne la magie du chaos. C'est un phénomène standard dans les shonen, comme la malédiction de Muzan, pour que l'ennemi ne dise pas quelque chose d'important. Le méchant principal active un sort sur son serviteur qui le tue. Je pense que pour que cela fonctionne, ils avaient besoin d'une marque comme pour les chevaliers du chaos, ou d'un lavage de cerveau comme les races captives. Mais Arthur lui-même doit le faire. Ce qui est étrange, c'est qu'Arthur n'en a pas profité lorsque Mélodas a attrapé le captif, bien que peut-être que la magie de Tétis l'ait empêché de le faire et qu'il ait donc envoyé
Jericho. Hello a en jugé par le fait qu'elle peut annuler la magie de la lecture des pensées de Lancelot. Elle a probablement réussi à éviter le lavage de cerveau d'Arthur, ce qui expliquerait pourquoi il a ordonné au reste des démons de la surveiller. Concernant le recrutement des démons eux-mêmes, je pense que Arthur ne l'a pas fait personnellement. Peut-être que l'archimage de Camelot comme Morgane était impliqué. Mais bon, si c'est le cas, alors les amis de l'eau devraient également mourir dans le prochain chapitre. Car contrairement à elle, ils ont eu très peu de temps d'écran et ils étaient également affectés par le chaos. Je pensais qu'Aboru serait plus qu'une simple référence au jeu, mais bon, ça va. En tout cas, Lancelot a ordonné à l'eau de se présenter dans la matinée pour clarifier l'information. Nous attendrons donc le chapitre prochain pour plus d'informations. Alors, troisièmement, je pense que je pense que c'est Arthur la cause de tout cela. Mais contrairement à ce que j'ai dit plus tôt, je dirais qu'Arthur leur a tout bonnement bloqué l'accès au royaume éternel. Car il savait qu'ils allaient mourir de la main de Lancelot. En changeant le destin, il n'a pas voulu leur sauver. Non, loin de là. Oui, il a juste voulu voir le contre-coup du destin sur lui. Car n'oublions pas que l'objectif final d'Arthur au cours de cet arc est de voir s'il y a bel et bien un contre-coup en défiant le destin. Donc, en ayant l'info qu'ils mourraient, eux, Macduff et Tinish, pour empêcher au groupe de trouver le chevalier chaotique leur conduisant au royaume éternel, Arthur a trafiqué leur marque de telle sorte qu'ils perdent la vie en essayant de revenir à Camelot avec bien évidemment la détérioration de leur magie. Ce serait selon moi un truc assez cohérent car ça permettrait à Arthur de refaire le même truc avec les chevaliers dont le destin est juste funeste. Et concernant le chevalier chaotique capturé à Lyonesse, il y a peut-être eu l'interférence de la magie de Tétis empêchant Arthur d'opérer et lui forçant d'envoyer un chevalier chaotique, Jericho bien évidemment, pour s'en charger. Voilà enfin les différentes théories que je voulais aborder avec vous concernant ce fait intéressant. J'attends vos avis en commentaire. Avec ce chapitre, nous voyons déjà les fortes contradictions d'Arthur. Il met la vie de son peuple au-dessus de tout, mais les utilise vraiment et les tue quand il gâche la mission. Je ne serais pas surpris qu'il s'allie bientôt avec les démons maléfiques qui en veulent à Zéldris, comme par exemple Bélian, qui dans le film Steven de Dessine prisonnier du ciel devrait toujours être en vie. Nous pouvons aussi noter qu'on ne trahit pas Arthur sans subir de graves conséquences. Un cran de plus sur la ceinture pour expliquer pourquoi ce personnage est déjà aussi bon qu'irrécupérable. Oui, il devient de plus en plus détestable, un peu comme Chiot.